Ok, bon, on va essayer de voir par la suite. Mais en tout cas, oui, tenez-moi au courant si jamais il y a quelques soucis. Je vais essayer de voir. Le son est très robotique. Je vais rapprocher le micro alors. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, je reviens un petit peu. Effectivement, on a plutôt 85% des handicaps qui surviennent au cours de la vie. C'est peut-être justement une sorte de perception qu'on pense que les handicaps surviennent dès la naissance, alors que non, du tout. Seulement 15% le sont. Et cela aussi s'explique notamment par l'élargissement de la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées qui élargit la définition du handicap, pardon, donc aux maladies invalidantes et psychiques. Oui, voilà, tout à fait. En fait, à partir de 2005, on donne notamment une définition du handicap et surtout, on va parler dans l'emploi de situation de handicap. Et donc, avec l'élargissement de aux maladies invalidantes et aux handicaps psychiques, on va avoir, par exemple, le cancer qui peut être reconnu comme une maladie invalidante. On peut avoir également le diabète, pour vous donner des exemples. Et effectivement, ce sont des handicaps qui interviennent majoritairement au cours de la vie, après, après l'adolescence. C'est ça. Du coup, vous avez eu bon pour la première réponse. Deuxième question. Parmi les personnes en situation de handicap, quelle est la part de personnes à mobilité réduite? 3%, 25% ou 50%? On a la première réponse, 3%. OK, alors on va voir. Effectivement, seulement 3% des personnes en situation de handicap sont des personnes à mobilité réduite. Pour vous donner un petit peu une définition, une personne à mobilité réduite est toute personne gênée dans ses mouvements ou dans ses déplacements de manière provisoire ou permanente dans un environnement inadapté. Par exemple, une personne qui a une poussette et qui a du mal à rentrer dans un bus est une personne à mobilité réduite et pas forcément une personne en situation est une personne aussi en situation de handicap, mais elle-même n'est peut-être pas une personne handicapée. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais du coup, c'est assez subtil, mais si l'environnement est inadapté, nous pouvons être dans cette définition-là, donc d'une personne à mobilité réduite. Alors, 3%. Oui, c'est ça. Vous avez en tout cas raison. C'est seulement 3%. Tu voulais peut-être, rajouter quelque chose, Émilie, ou c'est bon? Alors là, non, ça me paraît complet pour cette slide. D'accord. OK. Alors, dans combien de cas un salarié a besoin d'aménagement technique pour intégrer son poste? Alors là, la question, c'est vrai, a déjà été posée lors de notre première thématique. Donc, si vous étiez présent, vous devriez savoir la réponse. Alors, soit 10%, soit 35%. Quelle est la bonne réponse? Alors, nous avons une première réponse qui est de 10%. J'ai oublié la troisième réponse qui était 45. Alors, on a deux réponses pour 10 et 35%. Et la bonne réponse, c'est seulement 10%. Puisqu'en effet, 80% des situations de handicap ne nécessitent pas d'aménagement technique. Et lorsqu'on parle d'aménagement technique, on parle d'aménagement matériel. Et il faut savoir qu'au final, il y a trois grands types d'aménagements. On a les aménagements matériels, donc techniques, et on a également les aménagements humains. Donc, on peut parler d'accompagnement humain d'une personne, mais aussi les aménagements organisationnels. Et là, on parle plutôt d'un emploi du temps avec un emploi du temps à temps partiel ou des jours en télétravail pour quelle raison que ce soit. Voilà, on a beaucoup d'autres aménagements possibles, mais c'est vrai qu'aménagement technique, nous n'avons que 10%. Cela représente que 10%. Et c'est vrai aussi qu'on a ce préjugé, cette stéréotype qui fait que lorsqu'on pense à une personne handicapée, déjà, d'une part, on pense à personne handicapée, personne en fauteuil roulant, alors que pas du tout. On parle
fauteuil roulant, donc aménagement qui peut être seulement un grand espace, etc. Mais voilà, c'est un très, très, très petit pourcentage pourtant. Ouais, tout à fait. Finalement, quand on s'imagine souvent handicap égale fauteuil roulant, et finalement, le fauteuil roulant, enfin, les personnes en fauteuil roulant, ça représente que 2% des personnes en situation de handicap. Et donc, finalement, on se rend compte que la plupart du temps, dans les aménagements dont on peut avoir besoin dans l'emploi, c'est de l'aide humaine, finalement, du bon sens dans la plupart des cas. C'est ça. OK. Alors là, du coup, nous avons pas mal de réalités en chiffres et je vais laisser Emeline, expliquer un peu tous ces chiffres-là, présents sur le diapo. Alors, oui. Alors donc pour commencer, si je pars du haut, donc en fait, on fait bien la distinction entre, personnes handicapées et travailleurs handicapés. Donc en effet, on peut voir qu'on a 5 millions de personnes handicapées et 1,3 million de travailleurs handicapés, puisque finalement, on peut, être en situation de handicap dans l'emploi et ne pas être en situation, et ne pas être une personne handicapée. Si par exemple, je prends l'exemple, d'une, personne allergique à la farine, alors si cette personne est boulangère ou boulanger, là, elle va être en situation de handicap et va pouvoir être reconnue comme un travailleur handicapé. Or, si cette personne est comptable, elle va pas être amenée à manipuler, voilà, de la farine dans son quotidien, au travail, et donc elle ne sera pas reconnue comme un travailleur handicapé. Hem, Ensuite, comme on a pu le voir tout à l'heure, donc on parlait donc, 15 des handicaps, le sont de naissance, et que finalement donc la plupart, des handicaps, arrivent, au cours de la vie. Et ensuite donc on parle de 85 des handicaps, qui sont invisibles. Donc, effectivement, c'est la majorité finalement, des handicaps, qui sont invisibles. On peut, tout à l'heure je vous parlais, du diabète, on pourrait avoir, des maladies invalidantes, telles que le cancer qui peut être invisible. Donc, voilà, c'est la majorité des cas, et donc finalement, on peut, avoir, des personnes qui vont avoir besoin d'être reconnues comme, travailleurs ou travailleuses handicapées dans l'emploi, et dont le handicap ne va pas se voir, forcément. Et donc parmi donc, ces handicaps, ces handicaps, on a 48 qui sont des maladies invalidantes, donc qui représentent, 1 handicap sur 2 dans l'emploi. Et donc, ces catégories, elles sont apparues donc avec l'élargissement de la loi, de 2005. Donc avant, on n'avait donc pas vraiment de définition du handicap, dans l'emploi. Maintenant, on a vraiment une distinction entre, voilà, donc une personne handicapée et un travailleur, handicapé. Et donc là, on reprend, également les chiffres qu'on a pu voir, tout à l'heure, avec, seulement 10 donc, des handicaps qui nécessitent un aménagement technique. Donc, là, ça peut reprendre, par exemple, c'est tout ce qui va être matériel, comme par exemple un fauteuil ergonomique, ça va être, heu, l'aménagement des locaux pour accueillir, des personnes en situation de handicap. Ensuite, on a donc 1,8 des personnes qui ont atteint le niveau bac+3, contre 10,3 de la population, en général. Et donc, ça, c'est également dû au fait, que, le handicap, donc c'est de plus en plus, pris, en charge, à l'école, mais ça a été, souvent une thématique donc qui a été, délaissée, donc, dès l'école, dès le plus jeune âge, et donc ça explique, en partie, ce chiffre. Et on le retrouve également par la suite, puisque en fait, on a un taux de chômage de personnes en situation de handicap qui est le double, de la population, générale, donc qui est, de 9 qui est de 18 pardon, contre, 9 dans la population générale. Oui, c'est ça, c'est aussi un des chiffres que nous avons pu voir notamment, lors de notre thématique, 2 sur, les techniques de recherche, sur, notre handicap dans un environnement de travail. Hem, c'est vrai que le handicap est assez, le handicap est une des discriminations les plus, récurrentes, dans le monde du travail, et c'est aussi l'une des, comment dire? Alors, oui, voilà, une des une des,
les discriminations les plus récurrentes, malheureusement. Et c'est vrai que de petit à petit, nous essayons d'élargir, je pense, un peu tout ce qui est handicap invisible, notamment, d'où le fait que la loi de 2005 élargit de plus en plus. Alors, on a une question. Quelle est la source de vos chiffres? Pour les retrouver par ailleurs avec une analyse, peut-être. Alors, nos chiffres sur le handicap, ils viennent de la GFIP. Oui. Alors, si vous voulez, je crois que je l'ai écrit juste ici. C'est ça. Vous voyez en dessous l'étude IMS, AGFIP, les stéréotypes sur les personnes handicapées auprès de 400 managers. De rien. Alors, là, on va passer à la deuxième partie qui est un peu plus ludique. Là, on va vraiment essayer de se mettre dans le rôle d'un recruteur. On va vous montrer plusieurs images et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez. La question, c'est est-ce que vous pensez avoir des stéréotypes, des préjugés? Est-ce que oui ou non? De prime abord, je pense qu'on va tous dire non ou peut-être oui. Mais du coup, voilà, on va voir un petit peu cela à travers plusieurs images de personnes que vous allez nous décrire. Oui, c'est ça, en fait, on va pouvoir le voir tout à l'heure, mais finalement, les stéréotypes, en fait, c'est un processus qui est très naturel, qui va partir donc de la catégorisation et c'est ça qui va nous permettre un peu de comprendre le monde qui nous entoure. Donc voilà, il faut n'hésitez pas à prendre la parole puisque finalement, on a tous des stéréotypes, donc l'essentiel est d'en prendre conscience. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, on va commencer par notre premier portrait qui est Raphaël. Là, du coup, on a une image d'une jeune fille qui, je pense, se balade dans un marché ou dans les ruelles. Et est-ce que vous pensez qu'elle est motivée? Est-ce que vous pensez que nous pouvons la recruter? Sachant que là, effectivement, nous n'avons pas une photo CV qui est classique, c'est-à-dire assez formelle. Là, c'est une photo beaucoup plus naturelle. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette jeune fille? Première question, est-ce que vous pensez qu'elle est motivée comme ça? Est-ce que vous pensez que oui? Hop, oui, elle est très motivée. Alors pourquoi justement vous pensez qu'elle est très motivée? Comme ça, on va peut-être c'est une photo de CV. Alors non, du tout. Justement, au contraire, on disait que cette photo n'est pas du tout une photo CV très formelle. Du coup, son sourire. Elle est motivée par son sourire. Alors voilà, j'avais pas entendu, pas de souci. Du coup, Raphaël est une championne de rugby et le rugby est encore vraiment perçu comme un sport masculin. Pourtant, dans ce sport-là, il faut vraiment de la niaque, une compétitivité, une envie qui fait que justement, on peut dire qu'elle est motivée grâce à ce sport-là. Et c'est aussi une des choses que nous avons dit aussi lors de la thématique CV, c'est que les sports que nous faisons peuvent être mis dans le CV parce que cela peut montrer justement en parallèle une motivation que nous pouvons avoir grâce à des sports comme le rugby, par exemple. Ouais, en effet, là, en fait, à travers cette photo, on voulait, un peu, travailler, sur, 2 stéréotypes, donc sur les jeunes et à la fois sur les femmes. Puisque souvent, on associe quand on parle des jeunes, on dit: «Oh les jeunes, ils sont pas très motivés» et là, on se rend compte, voilà, qu'avec le rugby, en fait, il faut vraiment avoir la niaque et être extrêmement motivé pour, pouvoir, voilà, être une championne et d'autant plus, voilà, le côté très masculin, du rugby et finalement, ça aurait pu, marcher dans les 2 sens. On voit, si on avait vu en premier donc là, j'ai une jeune fille, donc qui fait du rugby, est-ce qu'on aurait eu, cette image-là d'elle, dans la vie privée, quand elle se balade, par exemple sur un marché? Oui, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on peut parler de discrimination aussi sexiste dans ce cas-là. Alors, pas que les sports d'ailleurs, toutes les activités culturelles associatives investies en dehors de l'activité professionnelle. Oui, oui, effectivement. Ne pas oublier tout ce qui est association, bénévolat, etc. Enfin, toutes sortes d'activités qui peuvent montrer notre personnalité, notre curiosité
Et là, en l'occurrence, c'est plutôt notre motivation, oui. Alors, une question, mais si elle cherche un job perçu comme très féminin, cela ne peut pas être perçu comme un handicap. Est-ce que tu veux... De faire du rugby? Oui, c'est ça. Alors, je reprends la question. C'est est-ce que le rugby peut être perçu comme un handicap si Raphaël recherche un métier dit très féminin, perçu comme très féminin? Alors, non, ça ne peut pas être considéré comme un handicap, enfin, dans la mesure où, en fait, ce serait une discrimination. On ne peut pas refuser un emploi par exemple, si Raphaël souhaitait travailler dans un, si on reprend c'est quoi un métier très féminin? Voilà, si on reprend les stéréotypes, un métier, voilà, si on associe les femmes à la douceur, voilà, au bien-être, la santé, ça ne peut pas être on ne peut pas prendre en compte le fait qu'elle fasse du rugby pour la discriminer. Et je pense qu'une des images juste après va peut-être même pouvoir répondre à cette question un peu paradoxale. Du coup, le deuxième portrait, c'est Jérôme. Donc, vous voyez qui est malvoyant. Est-ce que vous pensez que cet handicap peut, peut le rendre moins attentif que d'autres personnes? Première réponse, non. Voilà, si vous étiez dans la peau d'un recruteur, vous faites un entretien avec Jérôme. Voilà. Non, au contraire. Moi, je vais te laisser répondre. Alors en fait, en effet, quand on découvre ce que fait Jérôme, Jérôme, il est praticien, en fait, il fait des massages bien-être et donc il est malvoyant depuis l'âge de 12 ans. Et il dit que le toucher est mon sens de prédilection. Dans mon métier, il est indispensable d'être à l'écoute et attentif aux autres. Donc voilà, c'est ce qu'on veut montrer que voilà, malgré le fait que Jérôme soit aveugle, il exerce un métier où finalement il faut être très attentif donc aux autres, à ses gestes. Et on veut montrer que finalement l'attention, ça ne passe pas que par la vue, mais ça peut également passer par d'autres sens. Et donc là, finalement, Jérôme, on voit qu'il compense le fait qu'il soit aveugle par le toucher. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que tu as tout dit, du coup, je n'ai rien à rajouter. Mais peut-être que vous avez d'autres commentaires ou questions. Alors non, pour l'instant non. Du coup, c'était ce portrait-là. Alors on voit Patrick qui a peut-être une tête un petit peu méchante, un peu renfrognée, ou peut-être qu'il sourit, je ne sais pas trop, avec un petit tatouage, une montre qui est un peu difforme. Et est-ce que vous pensez qu'il est délicat? Et même, quel métier pensez-vous qu'il fait? Non, et pas délicat. Non, il n'est pas délicat. Sûrement hypersensible et dans l'empathie. Alors, j'ai cliqué un petit peu trop rapidement là. Mais du coup, là, Patrick est en fait horloger. Et je pense que vous savez que tout ce qui est horlogerie nécessite donc une délicatesse, de la minutieux, enfin, d'être minutieux et d'être très précis. Donc, malgré son apparence qui peut paraître un peu brute, un peu forte, il est très délicat dans son métier. Et là, justement, on parle un peu d'un stéréotype, d'un préjugé qu'on peut avoir à l'image, à l'apparence d'une personne. Alors, c'est vrai que de premier abord, on penserait peut-être qu'il est, allez, je dirais, motard, qu'il aime peut-être, qu'il fait peut-être qu'il est peut-être mécanicien, donc assez brut. Mais non, finalement, non. Patrick est horloger et il est très délicat. Et pour la petite anecdote, Patrick, maintenant il est à la retraite, mais il était horloger notamment de l'Élysée et de tous les ministères qui étaient en charge de la restauration donc, du patrimoine. Voilà. Et en plus, il est connu.
Donc justement, on continue encore avec un dernier portrait, mais je pense que vous avez un petit peu compris, c'est que à travers une image, à travers une photo, on peut penser à plusieurs choses. Et c'est là d'où vient la catégorisation. Et pourtant, des fois, on se trompe. Et c'est pas grave de se tromper, on a le droit de se tromper. Mais il faut pas aller jusqu'à être discriminant, en fait. Alors du coup, là, on a Laurence qui est en train de lire, je crois. Et du coup, est-ce que vous pensez, d'après cette image, que Laurence est une femme forte? Oui. Alors, pourquoi pensez-vous que c'est une femme forte? Elle peut cacher une forme de fragilité forte mais douce. Alors, hop, on va voir ça. C'est compliqué, mais je pense que c'est caché au fond. Je pense que tu peux y répondre, Émilie. Alors là, justement, ce qu'on veut déconstruire avec Laurence, c'est la vision des femmes qui ne riment pas avec force physique, puisque lorsqu'on voit Laurence, là, elle a l'air, voilà, comme vous dites, elle a l'air très douce. Et finalement, donc, elle est peintre en bâtiment, et donc c'est un métier qui impose d'avoir quand même de la force physique, de l'endurance, de la rigueur pour ceux qui ont déjà fait des petits travaux chez eux. Donc je pense que vous voyez que c'est assez difficile physiquement. Et donc voilà, donc femme ne rime pas forcément, n'est pas à l'opposé de la force physique. C'est ce qu'on veut déconstruire ici. C'est ça. On peut être très forte et douce, comme vous l'avez dit, mais on peut être aussi juste très forte et endurante et pas forcément très douce. Mais voilà, on revient à nouveau à tous ces stéréotypes, à tous ces préjugés. Et là, du coup, on a justement l'explication un petit peu du processus qui amène jusqu'à une discrimination. Je, Peut-être que Émilie, tu voudrais d'abord commencer et après je rajouterai. Oui, tout à fait. Ouais, Alors en fait, oui, on parle vraiment d'un processus donc qui, dans un premier temps, en fait, on va passer, par, la catégorisation. Donc en fait, c'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un processus qui nous permet de comprendre, le monde qui nous entoure. Donc finalement, c'est tout à fait naturel. Donc on va, voilà, faire des catégories, à partir, de traits caractéristiques. Donc c'est tout à fait naturel. Donc par contre, si on ne confronte pas donc nos catégories, à la réalité, bah, on peut avoir des stéréotypes qui vont être donc ce qu'on appelle des croyances partagées, qui vont, concerner les caractéristiques personnelles d'un groupe de personnes. Donc par exemple, si on reprend l'exemple des femmes, ça va être, que les femmes, sont douces. Donc ça va être un stéréotype. Donc ensuite, on va avoir, ce qu'on appelle, le préjugé. Et donc là, ça va en fait, influer sur, notre perception des choses. Donc en fait, un préjugé, ça va être l'évaluation, le jugement qu'on associe au stéréotype. Donc il peut être positif, il peut être négatif ou il peut être neutre. Mais voilà, c'est ce qui va découler donc de nos stéréotypes. Et ensuite, donc le dernier risque qui peut découler, c'est la discrimination. Donc ça va être la façon dont on va lire ces catégories. Et donc voilà, là on a mis par exemple une discrimination qui peut avoir lieu dans un processus de recrutement. c'est ça. Alors, oups, pardon. Alors, pour info, on a une petite information. Là, actuellement, je ne peux pas cliquer. Enfin, moi, en tout cas, sinon, vous ne voyez plus rien. Mais peut-être que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez voulu dire par le partage de ce lien. Les métiers du bâtiment cherchent à recruter des femmes. Je crois que c'est en rapport avec l'image que nous avons pu voir tout à l'heure. Pour compléter l'information. Oui, c'est ça, c'est ce que je me disais. Tout à fait. Puis pour ajouter un petit peu sur nos stéréotypes, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir les déconstruire.
C'est donc par ce biais qu'on lutte contre les discriminations en partie. En fait, il faut comprendre que souvent les stéréotypes ont une origine, par exemple, historique, mais ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est toujours valable et qu'il faut en faire une généralité. Par exemple, lorsqu'on dit les Français sont tous des râleurs, en fait, on peut se rendre compte que ça a une origine, voilà, qui peut remonter par exemple à la Révolution française, voilà, à l'histoire, mais ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui tous les Français sont des râleurs. Les stéréotypes, ça peut également se déconstruire par des chiffres. Si je continue un petit peu sur, voilà, sur les nationalités, on a tous l'image, par exemple, que les Anglais sont les plus gros buveurs de thé. Et ben, finalement, si on regarde les pourcentages, ben, on va se rendre compte que non, ce ne sont pas les Anglais qui sont les plus gros buveurs de thé, c'est au Koweït qu'on boit le plus de thé. Donc voilà, en fait, c'est quand on est confronté à ces stéréotypes qu'on regarde, voilà, il faut les déconstruire pour pouvoir voilà, ne plus avoir de préjugés. C'est ça. Mais comme nous avons dit, on a tous des stéréotypes en tête. On catégorise à peu près tous de manière vraiment naturelle, automatique. Ce n'est pas trop grave, disons. Ce n'est pas grave puisque, comme dit, c'est naturel. Le but, c'est de ne pas aller jusqu'au préjugé et jusqu'à la discrimination, surtout puisque je pense, comme c'est décrit, c'est l'acte la mise en pratique en acte des préjugés. Et là, à ce moment-là, les discriminations impacteront les personnes que vous discriminez en question. Et là, en l'occurrence, par exemple, dans un environnement professionnel, dans ce thème-là, aujourd'hui, c'est toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Alors, on a une question, est-ce que les stéréotypes ne peuvent pas être, au contraire, des avantages sur la recherche d'emploi? Alors, est-ce que vous avez un exemple, Louis, pour, euh, pour imaginer un petit peu vos propos? Alors en fait, les Par exemple, stéréotypes... Ah, Oui, oui, allez-y. vous m'entendez, pardon? oui. Oui, Par exemple, j'avais l'image, par exemple, de quelqu'un, par exemple, qui est hyper sportif, euh, enfin, qui dégage une forme de virilité, beau gosse, etc. Et il va, par exemple, chercher, en effet, un job, par exemple, de sportif, en fait, je sais pas, d'assistant sport ou d'entraîneur sportif. Par exemple, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement avantageux. Moi, par exemple, j'avais aussi un autre exemple. Par exemple, Ah, on ne vous entend plus, Louis. oui. selon ces termes, il est un peu habillé vieille France et avec des habits, etc., qui font vieille France. Donc, en fait, du coup, c'est un avantage parce que les gens vont aller chez lui. Ils vont aller chez lui, peut-être en fonction d'un stéréotype, mais là, c'est ce qu'on va chercher. Donc, c'est pas forcément un désavantage. Si vous m'avez entendu. Oui, oui. Alors j'ai juste pas bien entendu en fait au début quand vous parliez des habits. J'ai pas entendu le début de cet exemple. Moi non Bah, plus. c'est-à-dire qu'il Mais je... il est, Ok, allez-y, pardon. allez-y, allez-y. Enfin, il est habillé de manière vieille France en fait. Enfin, c'est-à-dire il a des, selon lui, il a un style, un look vestimentaire qui fait un peu début 20e siècle ou fin 19e siècle quoi en fait. Euh, et c'est même ce qui revendique. Et c'est vrai que ça va bien avec sa librairie parce que par exemple ils vendent des livres anciens. Donc, par exemple, il m'avait dit, par exemple, une fois, il y avait eu quelqu'un qui voulait demander un stage chez lui et il était venu en jogging. Alors après, peut-être que ça fait appel à toute une sociologie, etc., une manière de voir les choses. Mais c'est vrai que cette personne-là, peut-être que c'était un stéréotype, mais par exemple,
lui avait dit, mais Basem, il ne le verrait pas dans sa librairie, par exemple. Peut-être que s'il avait mis d'autres habits, bah, il l'aurait pris. Mais c'est vrai que là, ça ne le faisait pas. Enfin, c'est comme si, par exemple, moi, je venais avec des cheveux longs pour devenir banquier. Ça ne le ferait pas. Enfin, ça le ferait pas. C'est pas vraiment le mec qui va être à Wall Street, quoi. Je veux dire. Donc, c'est pareil, c'est des stéréotypes, mais en même temps, sur le marché de l'emploi, en effet, évidemment, ça existe. Alors Vous voyez après, ce que là, je on veux n'est dire? pas vraiment dans les stéréotypes, on est plus dans les codes d'un environnement de travail. Par exemple, Mhm. voilà, si une femme travaille dans une parfumerie, on peut tout à fait lui demander d'être maquillée, de rentrer dans certains codes vestimentaires. Ça, c'est pas, ça n'a rien à voir. On ne parle pas ici de stéréotypes. Par exemple, ce qui peut Mhm. être un stéréotype, alors on ne va pas embaucher une personne handicapée parce qu'on va se dire qu'elle est moins performante. Là, on ne va pas se baser sur ses compétences, on va vraiment se baser sur un stéréotype. En fait, c'est toujours les Mhm. compétences qui doivent être mis en avant, mais voilà, sur tout ce qui est tenue vestimentaire, voilà, si ça fait partie d'un environnement, du travail, ça peut être demandé. Et je pense que vous faites peut-être la différence, vous confondez peut-être stéréotypes et préjugés. Et là, en l'occurrence, lorsqu'on parle peut-être d'une personne qui est mal habillée pour l'environnement en question, on évalue, donc on voit la personne qui est mal habillée ou bien habillée, peu importe, puisque là, je porte un jugement à ce que je vois. Mais après, effectivement, ça peut jouer par exemple, là, vous m'avez dit, je crois, dans une bibliothèque, une personne qui est habillée vieille France. C'est bien ça, je crois. Mhm. Du C'est coup, ça. là, euh, on voit que cette personne est habillée comme ça. On juge c'est que le personnage qui est devant nous colle avec l'environnement travail, etc. Et effectivement, ça peut être un atout, mais ça reste un préjugé. Effectivement, les stéréotypes et certains préjugés peuvent être un atout, mais tout dépend de l'environnement et la plupart du temps, ce n'est pas forcément un atout, mais ça existe. Alors, adapté ou pas adapté, mais pas bien ou mal. Le vestimentaire doit coller avec le métier. Alors, on a pas mal de commentaires. Oui, effectivement, on ne doit pas oublier les compétences qui sont recherchées, comme on a pu le dire. Et alors, le vestimentaire doit coller avec le métier car il le reflète. En fait, effectivement, on a 25 critères de discrimination dans la loi. Et donc, on garde l'exemple de l'entretien d'embauche, si une personne n'est pas engagée à cause d'un des 25 critères, donc c'est une discrimination. Si on n'a pas pris en compte voilà, ses compétences, c'est que, par exemple, je n'ai pas embauché une femme parce que bon, je pense qu'elle peut tomber enceinte, elle est toute jeune, elle est en début de carrière. Ça, c'est une discrimination. On n'a pas pris en compte ses compétences, mais voilà, on s'est arrêté à un préjugé qu'on peut avoir et qui a découlé d'une discrimination. C'est ça. Alors, on a un autre commentaire, c'est un préjugé de se limiter aux vêtements. Effectivement, c'est plutôt une discrimination en fait, de se limiter aux vêtements, comme Emeline a pu le dire. C'est une discrimination et oui, c'est les compétences qui doivent primer et votre personnalité, vous, et non les vêtements. Alors, du coup, on va juste passer à la dernière partie, si je ne me trompe pas. Mais vous avez pu voir donc, avec toutes ces discussions qu'il y a que lors du processus, on arrive à beaucoup d'étapes. Donc, soit on arrive à au stéréotype, soit au préjugé, soit à la discrimination. Mais vraiment, le but, c'est d'essayer de déconstruire tout ça et d'essayer d'agir à notre niveau. Alors, pour la deuxième partie, on va passer au personnage de Disney. Pour vous dire que le handicap, finalement, il est un peu dans notre environnement depuis déjà tout petit, mais de par des films, des images,
des paroles, des musiques, etc., on a déjà, on est un petit peu formé à penser que peut-être le handicap est mal ou le handicap est, est ridicule, etc. Il y a aussi Nemo. Oui, il y en a beaucoup en fait des Disney, effectivement. Et heureusement que Disney commence à s'améliorer contre toutes ces discriminations, stéréotypes, etc. Mais là, par exemple, on peut voir donc 3 personnages de Disney. Donc le capitaine Crochet, qui a un handicap visible, pas de main avec un crochet. Quasimodo, qui est physiquement handicapé. Et alors, je ne vois plus trop, c'est Fidget, je crois. Oups, c'est ça. Qui a donc aussi un autre handicap visible. Et on peut voir que tous ces personnages sont soit décrits, enfin vus, perçus comme méchants ou comme, j'ai peur de dire des mots très méchants, mais Ou alors ils sont montrés de mauvais, façon moches, effrayante. voilà, des attraits pas très attrayants, effectivement. Voilà, en fait, avec cet exemple, on a l'impression que Mmh. par exemple, dans les Disney, donc le handicap, il est invisibilisé. Invisibilisé. Et donc en fait, voilà, c'est faux et on constate, voilà, qu'en fait, comme on peut le voir, par exemple, le handicap physique, il est souvent montré, de manière effrayante ou alors, c'est des rôles, de méchants qu'on va avoir donc avec ces exemples-là et donc je te laisse expliquer, le second exemple. Oui, donc là, on a encore d'autres exemples, avec, Ed qui est donc dans Le Roi Lion ou Le Fou ou encore Simplet et en fait, par ces personnages, alors ce sont soit des personnages de second rôle, donc pas forcément très mis en avant. On ne met pas forcément souvent, on met même rarement, pardon, les personnages principaux, en situation de handicap. C'est souvent d'autres personnes et en fait, on le tourne un peu au ridicule. C'est-à-dire que là, Ed, la hyène, pardon, avec, le fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu, ces Disney-là, mais même Simplet, on le tourne en ridicule, en fait et c'est comme si on ne prenait pas le handicap au sérieux et finalement, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on ne prend pas le handicap au sérieux et on n'arrive pas par la suite à penser qu'on peut y arriver, qu'on est limite incapable, etc. C'est pour vous montrer que depuis jeune, on voit des images qui nous enferment dans un petit cadre qui nous montre cela. Ouais, tout à fait. Là, ça montre que finalement, on catégorise à travers ces exemples-là. C'est de la façon dont est présenté le handicap, ça va être soit en fait c'est ridicule, soit c'est effrayant. Et donc finalement, on va catégoriser le handicap tel quel. Et si notre opinion, elle est jamais mise à l'épreuve, si on n'a pas d'expérience de vie qui nous démontre le contraire, comme si voilà, je connais pas de personne en situation de handicap, je n'en ai pas côtoyé, ben là, je vais avoir des préjugés. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est quand mes préjugés vont avoir un impact sur mon comportement ou sur mes décisions qu'il va y avoir une discrimination. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu voulais peut-être encore ajouter quelque chose ou pas? Non. Mais en tout cas, c'est vrai que les anciens Disney, nous avons eu beaucoup pas mal de stéréotypes, de préjugés. Mais je pense qu'ils font de plus en plus attention, notamment, par exemple, tout ce qui est discrimination raciale. On a l'exemple de, je crois, La Princesse et la Grenouille, qui met en avant une personne de couleur noire, et c'est, je pense, l'une des premières. Souvent, on a plutôt le stéréotype d'une princesse, donc une personne qui est blanche, mince, qui est blonde aux yeux bleus, comme Cendrillon, par exemple, ou comme La Belle au bois dormant, je crois qu'elle est aussi blonde aux yeux bleus. Ou voilà, donc on a pas mal de stéréotypes, de préjugés qui cassent, enfin, qui nous cadrent un petit peu. Et vraiment, le but, c'est d'essayer de voir au-delà tout ce qu'on nous montre. Pocahontas, Mulan, image de la femme. Ouais, ouais, ouais. Pocahontas, Mulan. Et je crois que Mulan était l'un des premiers qui faisait un peu controverse avec tous ces préjugés. Donc la femme asiatique qui part à la guerre alors que c'était interdit et qui arrive à
sauver le pays grâce à ses compétences, en fait. Mais pour cela, elle a dû se cacher. Enfin, voilà, je pense que vous connaissez un petit peu Mulan. Alors, pour finir, on va reparler un petit peu de constats chiffrés. Alors, dans le milieu du travail, en France, c'est un salarié sur 3 qui estime être ou avoir été discriminé sur son lieu de travail. Et là, on parle de toutes sortes de discrimination, tout confondu, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, 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 tout à fait. Oui. Et là, on revient avec ce qu'on a dit. Donc, au travail, le taux de chômage des personnes handicapées en France est 2 fois plus élevé, donc 19%, que pour le reste de la population. Et encore en 2020, le handicap serait la cause majeure de discrimination sur le lieu de travail, avec 22,8% des saisines recueillies par le défenseur des droits. Donc, puis pour ajouter juste un petit chiffre par rapport au taux de chômage, donc parmi donc le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les personnes pour les personnes en situation de handicap. Et on constate également qu'il est encore 2 fois plus élevé pour les personnes sourdes. Oui, voilà, c'est ça. Et si jamais donc du coup, je vais un peu introduire rapidement notre 4e thème, donc notre dernier thème. Malgré cela, il faut savoir que pour les personnes en situation de handicap, nous avons des droits, ou même en tant que salarié ou en tant que personne tout court, nous avons des droits dans le monde du travail et il ne faut pas l'oublier. Malgré toutes ces discriminations, etc., nous avons quand même des moyens, je ne dis pas forcément pour nous défendre, mais s'il le faut, oui, nous avons effectivement des moyens pour nous défendre. Alors, malgré tous ces constats, on peut quand même voir que nous pouvons agir en fait à notre niveau face à toutes ces discriminations. Le but, c'est vraiment d'essayer de déconstruire tout ce qu'on a, donc en s'informant, en essayant d'être peut-être plus ouvert d'esprit, voir un peu au-delà de ce que nous pensons. Et certes, on ne peut pas effacer les stéréotypes puisque nous en avons déjà naturellement. Nous avons ce processus de catégorisation vraiment qui est malheureusement automatique et assez naturel. Mais il faut savoir que c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'essayer de déconstruire cela en communiquant, par exemple, sur son handicap, en se renseignant par des organisations, avec des personnes, etc. Et de se renseigner sur tout ce qui est possible, notamment tout ce qui est aménagement, mais oui, également tout ce qui est droit du travail, si on veut parler de tout ce qui est de l'environnement professionnel. Et le but aussi, c'est de jouer sur ses compétences. Donc là, on reparle un petit peu de tout ce qu'on a pu avoir, tout ce qu'on a pu voir avec, je crois que c'était Louis qui a dit d'essayer de jouer sur les compétences et de dire que si on a eu un handicap et que ça nous a permis d'être là, par exemple, autonome, d'avoir des compétences administratives, parce que forcément, lorsqu'on veut construire un dossier MDPH, à la MDPH, il faut savoir que c'est assez consistant et que ça peut nous permettre d'être compétents dans des choses que nous ne pensons pas l'être. Et voilà, il faut jouer sur ses compétences, il faut peut-être les mettre en avant et surtout ne pas oublier que lors d'un entretien, ce n'est pas votre handicap qui doit primer. C'est vraiment vos compétences, vos expériences professionnelles et votre personnalité et vous, finalement. Alors, je sais peut-être qu'Émiline, tu voudrais rajouter quelque chose parce que là, alors je vois qu'il est 12h53, donc nous avons bientôt fini. Et aussi pour vous informer que nous enregistrons donc ce débat et que nous mettrons par la suite en ligne, je pense. Oui, tout à Excusez-moi. fait. Oui. Oui. Mais en même temps, je veux dire, par rapport à ça, enfin, je veux dire, par rapport à ce que vous avez dit, je veux dire, je me demande en fait, est-ce que, comment dire, est-ce que le handicap peut plus être considéré comme une forme de discrimination, sachant que pour certains métiers, par exemple, il est évident qu'on doit tenir, par exemple, un handicap ne permet pas d'aller dans certains métiers. Je sais pas, par exemple, pour des métiers très physiques, je sais pas, comme militaire ou pompier, c'est évident que, par exemple, le handicap
va poser problème. C'est pas, par exemple, comme le racisme. Le racisme, en effet, est une forme de discrimination, mais par exemple, quelles que soient nos origines, on peut faire n'importe quel métier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc, en même temps, est-ce que c'est vraiment, je sais pas, par exemple, euh, pertinent ou de mettre le handicap sur le même point que d'autres discriminations, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, tout à fait. Alors, avec le handicap, en fait, par exemple, les aménagements de poste, on va parler d'aménagement raisonnable. Voilà, par exemple, si une personne travaille dans un magasin, on ne va pas totalement restructurer le magasin pour l'adapter. En fait, on parle vraiment d'aménagement raisonnable. Donc, en revanche, si une personne avec des aménagements peut travailler à un poste de la même manière qu'une autre personne qui n'est pas en situation de handicap et qui a les compétences, et là qu'on la refuse, là, ça peut être une discrimination. Mais bien sûr, si la personne ne peut pas exercer le métier euh, prenant en compte tout ce qui est sécurité, etc., euh, et que les aménagements ne le permettent pas, oui, là, c'est différent, effectivement. Si je peux me permettre d'intervenir, Fabienne Rakitic de la mission handicap de l'université. En fait, ce qui serait discriminant, c'est qu'un employeur, en effet, Emeline, vous avez raison de le souligner, ne mette pas en place les aménagements qui seraient préconisés ou préconisables, c'est-à-dire qu'en effet, qui seraient de l'ordre du raisonnable. Alors, raisonnable, on peut y mettre plein de choses, mais la loi quand même définit un petit peu les contours, mais c'est ça qui serait discriminant. C'est pas tant l'accès à l'emploi, il est le même pour tout le monde. Après, bien évidemment, même sans situation de handicap, on sait aussi tout un chacun qu'il y a certains métiers qu'on n'exercera jamais parce qu'on ne pourra pas les exercer, parce que nous avons aussi, nous, nos propres limites en dehors de toute situation de handicap. Tout à fait. Est-ce que oui, du coup, nous avons répondu à votre question ou à votre... enfin, oui et non, en fait, c'était peut-être plus la thématique, en fait, peut-être globale, justement, c'est-à-dire, en fait, par rapport au handicap, bien sûr que ça peut être embêtant quand on cherche un handicap, justement, quand on cherche un travail, etc. Mais en même temps, par exemple, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, le handicap sous la même forme que d'autres discriminations, par exemple, sexistes ou, par exemple, racistes, etc. J'en suis pas certain. Enfin, c'est-à-dire que, à la fois, c'est vrai qu'il y a certains stéréotypes, mais à la fois, c'est vrai qu'il y a une réalité. C'est-à-dire que dans le métier, dans certains métiers, il y a certains métiers qu'on ne peut pas faire en fonction de notre handicap. Donc, et après, en effet, des fois, certaines choses font partie un peu de ce qu'on est et une certaine image et, euh, et de mise pour faire certains métiers. C'est pas forcément discriminant, au contraire, on va chercher un certain profil en fonction d'un certain poste. Certaines personnes, par exemple, selon leur personnalité ou selon la manière dont ils sont habillés, etc., dégagent quelque chose qui va faire que ça va être un avantage pour un type de travail et un désavantage pour un autre type de travail. Enfin, Oui. je trouve que ça peut être un peu dangereux de mettre tout sur le même point comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors du coup, il faut pas... Enfin, disons que nous n'avons pas dit que le handicap est une discrimination. Et je pense que c'est peut-être ce que vous faites un peu comme liaison. Le handicap, non, n'est pas une discrimination. C'est l'acte en soi qui est une discrimination. Donc, tous les exemples que nous avons pu dire peut être une discrimination. Mais être une personne en situation de handicap n'est pas une discrimination en soi, puisque là, je crois que vous faites un peu cette confusion. Et en fait, lorsque vous dites que oui, une personne handicapée ne peut pas faire tel et tel, et là, on rejoint un petit peu ce que Madame Fabienne Rakitic a pu dire, c'est une limite propre à nous-mêmes. Et une personne en situation de handicap a ses propres limites, comme une personne qui est dit valide a également ses propres limites. Et là, en soi, c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous des limites et que forcément, nous ne pouvons pas tout faire, effectivement. Sinon, je pense que là, on serait tous égaux, on serait tous pareils. Et
et le monde, je ne sais pas à quoi il ressemblerait, mais pas à cela en tout cas. Mais la discrimination, c'est vraiment l'acte en soi. Donc, les discriminations raciales, c'est le fait d'agir et de mettre en avant l'écart, la différence que peut avoir une origine. Mais c'est pas être d'une autre origine, n'est pas une discrimination, vous voyez? Mmh. Oui, en fait, il faut vraiment, ce que dit Anaïs, c'est qu'il faut qu'il y ait un acte par rapport à ces 25 critères de discrimination. Il y a vraiment un cadre. Et donc, en fait, il y aura une discrimination si la personne en situation de handicap postule à un emploi. Donc, si on prend l'exemple voilà, du recrutement, qu'elle elle a les mêmes compétences que l'autre personne et que, en fait, finalement, elle n'est pas embauchée, non pas parce qu'elle n'a pas les compétences, mais parce qu'elle est en situation de handicap. Et donc là, va y avoir une discrimination. Mais bien sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un acte où la personne a les compétences et qu'on ne se soit pas basé sur ses compétences, mais sur son handicap. C'est ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, tout à fait. Merci D'accord. beaucoup pour vos réponses. De rien, pas de souci. Alors voilà, du coup, il est 13h. Nous avons un peu balayé toute cette thématique. Et déjà, je vous remercie d'avoir tous participé, notamment notamment Emeline qui a dû intervenir pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour si jamais vous souhaitez nous faire un retour sur ce qui s'est passé. En tout cas, nous avons enregistré tout cela. Nous allons également enregistrer notre prochaine thématique, donc n'oubliez pas, qui est mardi prochain à la même heure, midi et 13h. Et nous allons donc aborder la thématique du droit du travail et de l'handicap. Voilà. Je vous remercie à tous Merci et beaucoup. bon appétit ou bon après-midi. Au revoir. Au revoir.